Sur la côte paisible près de Vladivostok, l'eau semble ordinaire, mais juste en dessous se cache quelque chose qui n'aurait jamais dû s'attarder aussi longtemps. Les habitants murmurent à propos du cimetière de sous-marins où des vestiges de la guerre froide ont été laissés à la corrosion en silence. Pendant des années, les détails sont restés cachés, évoqués seulement en passant par des journalistes comme David Muir et Elizabeth Vargas, qui laissaient entrevoir une histoire trop importante pour être ignorée. Ce que les experts ont mis au jour sur place représente bien plus qu'un amas de coques rouillées, et à mesure que de nouveaux éléments apparaissent, le tableau qui se dessine est plus sombre que prévu. Examinons cela de plus près. La flotte de la guerre froide est la ligne de réserve de Vladivostok. Au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique a investi massivement dans sa flotte de sous-marins nucléaires dans le but de projeter sa puissance à travers les océans du monde et de maintenir une dissuasion nucléaire crédible face à l'Occident. À la fin des années 1980, la marine soviétique exploitait des centaines de sous-marins, dont des sous-marins lanceurs de missiles balistiques, des sous-marins d'attaque et des bâtiments polyvalents. Ces sous-marins furent construits à un rythme soutenu souvent dans plusieurs chantiers navals à travers l'Union soviétique, notamment sur la péninsule de Kola près de Mourmansk et dans les ports de Vladivostok et Petropavlovsk à l'extrême est du pays. La flotte était immense. Certaines classes de sous-marins, comme le Typhoon, étaient gigantesques. Plus de 174 mètres de long, ils pouvaient emporter jusqu'à 20 missiles nucléaires chacun. Le rythme opérationnel soutenu de la marine soviétique exigeait un entraînement continu des patrouilles et une maintenance constante, ce qui pesait lourdement sur ses ressources. Face à une flotte aussi importante, la question du sort des sous-marins en fin de vie devenait de plus en plus urgente. À Vladivostok, le problème était particulièrement criant. La ville portuaire, base essentielle de la flotte soviétique du Pacifique, vit ses baies et ses zones côtières devenir rapidement un dépôt de sous-marins désarmés. Au fil du temps, un amas de coques, souvent dépouillés de leur équipement et rouillant dans les eaux peu profondes, apparut. Les habitants et les marins commencèrent à surnommer la zone le cimetière des sous-marins. Ces bâtiments n'étaient plus en état de naviguer et si certains avaient été partiellement démantelés, beaucoup restaient en grande partie intacts, y compris leurs réacteurs nucléaires. La situation était d'autant plus préoccupante que de sous-marins étaient mis hors service. Le démantèlement d'un sous-marin nucléaire est une opération extrêmement complexe, impliquant le retrait sûr du combustible nucléaire, la manipulation sécurisée des composants radioactifs et à terme le recyclage ou le stockage de la coque. L'Union soviétique disposait de systèmes à cet effet, mais le rythme de démantèlement n'a jamais été à la hauteur de la taille de sa flotte. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie a hérité de centaines de sous-marins et les contraintes financières ont rendu leur démantèlement complet difficile. Experts et connaisseurs décrivent le cimetière de sous-marins de Vladivostok comme un témoignage poignant de l'accumulation des sous-marins en attente. Plusieurs dizaines de coques gisent à l'abandon, souvent partiellement immergées leurs parois extérieures, rongées par des années d'immersion en eau salée. Certaines sont amarrées les unes aux autres, formant un enchevêtrement visible de kiosques et d'acier patiné. D'après des ingénieurs navals retraités et d'anciens membres de la flotte, ces sites étaient initialement prévus pour un stockage temporaire, mais des décennies se sont écoulées sans démantèlement complet, ni mesures de dépollution. La présence de ces sous-marins désarmés en eau peu profonde pose de multiples problèmes logistiques et environnementaux. Ces bâtiments contiennent encore des matériaux de structure
susceptibles de se dégrader et de libérer des contaminants dans le milieu marin. De plus, le processus de démantèlement et de déchargement de ces épaves est extrêmement laborieux et nécessite un équipement spécialisé et du personnel formé pour manipuler les composants radioactifs en toute sécurité. La ligne de stockage de Vladivostok, comme on l'appelle parfois dans les milieux navals, témoigne de l'ampleur des ambitions navales soviétiques pendant la guerre froide, tout en soulignant les difficultés de gestion de la technologie nucléaire lorsque les ressources, la planification et le temps sont limités. Pourtant, il a fallu un certain temps après la découverte du site pour que les experts réalisent que la situation était bien pire que ce que l'on avait pu imaginer. Des accidents ayant engendré des risques de contamination durable. En août 1985, une opération de ravitaillement de routine dans la baie de Chajma, près de Vladivostok, a dégénéré en l'un des accidents nucléaires les plus graves de l'histoire de la marine soviétique. L'incident s'est produit alors que des techniciens travaillaient sur un sous-marin nucléaire de la flotte du Pacifique. Le ravitaillement en combustible a toujours été considéré comme l'une des tâches les plus dangereuses de la maintenance des sous-marins, mais ce jour-là, une série d'erreurs et de défaillances techniques a provoqué une catastrophe. Selon les rapports officiels publiés ultérieurement, l'équipage remplaçait les assemblages de combustible du réacteur lorsqu'une réaction en chaîne soudaine et incontrôlée s'est produite. Il en a résulté une explosion thermique massive à l'intérieur du compartiment du réacteur. L'explosion fut si puissante qu'elle projeta le couvercle du réacteur vers le ciel et libéra une colonne de matière radioactive dans l'atmosphère. Elle tua 10 personnes sur le coup et en blessa grièvement des dizaines d'autres, dont de nombreux marins et techniciens travaillant à proximité. Des témoins racontèrent plus tard comment l'explosion avait dispersé des débris sur le chantier naval, tandis que des vapeurs et des particules radioactives se répandaient dans les environs. Des sources internes ont indiqué que l'incendie qui s'ensuivit a brûlé pendant plusieurs heures avant d'être maîtrisé, contaminant davantage le chantier naval, les ponts supérieurs du sous-marin et les environs. La baie de Chajma, autrefois une simple anse de la mer du Japon, devint un foyer de secrets et d'inquiétudes. La réponse officielle soviétique fut un confinement immédiat. Les forces de sécurité ont bouclé le site évacué, les installations voisines, et restreint la diffusion d'informations au public. Pendant des années, les détails de l'accident sont restés classifiés. Les familles des victimes n'ont reçu que des explications sommaires, et l'ampleur du rejet radioactif n'a pas été reconnue en dehors des cercles militaires. Ce n'est que plus tard, après l'effondrement de l'Union soviétique, que des rapports ont détaillé le niveau de contamination et ses risques persistants. La surveillance radiologique effectuée par la suite a montré que des isotopes radioactifs s'étaient déposés sur les terres et les eaux entourant la baie. Des échantillons de sol contenaient des niveaux élevés de césium et de strontium, tandis que certaines parties des fonds marins, près du poste d'amarrage des sous-marins, présentaient une contamination bien supérieure au niveau de fonds normaux. L'explosion a également contaminé du matériel des vêtements et des infrastructures du chantier naval qui ont dû être décontaminées ou éliminées. Des experts ont depuis averti que des résidus de l'accident restent détectables dans certaines parties de la baie de Chajma, même des décennies plus tard. L'explosion de 1985 a créé un dangereux précédent pour les opérations navales dans la région. L'accident a révélé les vulnérabilités de la maintenance des sous-marins dans des conditions de haute pression et a souligné comment de petites erreurs pouvaient engendrer des incidents nucléaires majeurs. Il a également mis en évidence les risques encourus par le personnel travaillant à proximité des réacteurs de sous-marins, notamment dans des installations non conformes aux normes de sécurité modernes. Pour la flotte du Pacifique, l'accident de la baie de Chajma
est restée une tache indélébile dans son histoire. Selon des sources internes, cet événement a influencé la manière dont les experts évaluent aujourd'hui les risques posés par les sous-marins désarmés stockés près de Vladivostok. Même si ces bâtiments ne sont plus opérationnels, la catastrophe de 1985 a prouvé que la mauvaise manipulation du combustible nucléaire ou des composants du réacteur pouvait avoir des conséquences catastrophiques non seulement pour les équipages, mais aussi pour l'environnement. Mais ce n'est pas tout. Cet accident a également mis en évidence les conséquences à long terme de la contamination. Contrairement aux accidents industriels classiques, les rejets radioactifs sont difficiles à nettoyer et à contenir. Ils persistent dans les sols, les sédiments et la faune marine, laissant un héritage qui se transmet de génération en génération. La baie de Chajma témoigne encore aujourd'hui de cette réalité. Scientifiques et historiens navals s'en servent comme d'un avertissement lorsqu'ils évaluent les risques liés au stockage ou au démantèlement de sous-marins nucléaires dans la région. L'explosion survenue lors du ravitaillement en 1985 constitue ainsi un précédent documenté qui continue d'influencer les évaluations des risques menées par les experts autour de Vladivostok. Chaque fois que des discussions portent sur les dangers liés à la corrosion des coques et des compartiments de réacteurs dans les baies voisines, la baie de Chajma est citée comme l'exemple flagrant de ce qui peut se produire en cas de dysfonctionnement lors d'opérations de sous-marins nucléaires. Le retard accumulé dans le démantèlement et les limites du nettoyage lors de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la Russie a hérité d'un patrimoine naval aussi lourd qu'imposant. Parmi les actifs transférés à la nouvelle Fédération de Russie figuraient des centaines de sous-marins à propulsion nucléaire, dont beaucoup étaient déjà en fin de vie. Faute de ressources financières et de capacités organisationnelles suffisantes pour gérer efficacement ces dossiers, la Russie s'est rapidement retrouvée confrontée à un retard sans précédent dans le démantèlement de ses sous-marins nucléaires. À l'époque, plus de 180 sous-marins nucléaires nécessitaient un démantèlement selon des rapports circulant parmi les experts en contrôle des armements. Chaque bâtiment était équipé d'un réacteur nucléaire dont beaucoup contenaient encore du combustible irradié. L'ampleur de la tâche dépassait largement les capacités des chantiers navals russes existants. Le déchargement du combustible à lui seul constituait un défi colossal. Il impliquait de retirer les assemblages de combustible nucléaire usés, de les conditionner dans des conteneurs spéciaux et de les transférer vers des installations de stockage sécurisées. Dans bien des cas, ce processus n'a jamais été mené à bien dans les délais impartis. Certains sous-marins sont restés amarrés à quai ou ancrés dans des baies isolées, leurs réacteurs encore en fonctionnement, ce qui a engendré des risques importants pour la sécurité. On ne saurait trop insister sur la complexité technique du démantèlement des sous-marins. Contrairement aux navires de surface, les sous-marins nucléaires contiennent des compartiments de réacteurs hautement radioactifs qui doivent être découpés, blindés et stockés à long terme. Cela nécessite des cales sèches, des grues de levage de grande capacité et des équipements de blindage spécialisés, autant de ressources disponibles en quantité limitée dans les chantiers navals russes des années 1990. À cela s'ajoutait le quasi-effondrement de l'économie russe. Le financement des opérations navales, sans parler du démantèlement, était irrégulier et souvent insuffisant pour répondre aux besoins les plus urgents. Selon des sources internes ayant travaillé dans les chantiers navals à l'époque, certains sous-marins sont restés à flot pendant des années partiellement démantelés, la coque ouverte, mais les réacteurs intacts. D'autres ont été dépouillés de leur équipement utile, mais laissés intacts par ailleurs, en attendant que le gouvernement puisse allouer les ressources nécessaires pour achever leur démantèlement. Ces retards ont engendré une multitude de risques coques dégradés, composants radioactifs non sécurisés
et préoccupations environnementales croissantes. L'inquiétude internationale ne tarda pas à se manifester. Des organisations non gouvernementales, telles que Greenpeace et la Fondation de Bologne, commencèrent à recenser la présence de sous-marins abandonnés et désarmés le long des côtes septentrionales et pacifiques de la Russie. Leurs rapports décrivaient non seulement l'accumulation des travaux de maintenance, mais aussi des cas où des compartiments de réacteurs avaient été vidés ou laissés à découvert en eau peu profonde. Photographies et témoignages soulignaient la rouille des kiosques et la présence de structures béantes, preuve d'une flotte laissée à l'abandon, faute de planification adéquate. La communauté internationale a finalement dû intervenir. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, des programmes de coopération ont été mis en place entre la Russie, les États-Unis, le Japon, la Norvège et d'autres partenaires. Grâce à des initiatives telles que le programme de réduction coopérative des menaces des financements et une expertise technique étrangère, ont été fournis afin d'accélérer le démantèlement des sous-marins. Cette assistance a permis à la Russie de décharger le combustible de dizaines de sous-marins et de démanteler de nombreux compartiments de réacteurs qui autrement seraient restés dangereux. Des progrès ont été réalisés, mais même avec une aide extérieure, le retard accumulé ne pouvait être résorbé du jour au lendemain. Le démantèlement d'un seul sous-marin pouvait prendre plus d'1 an et le nombre de navires en attente se chiffrait par centaines. De plus d'une fois les compartiments réacteurs retirés, il fallait les entreposer. La Russie a mis en place des installations de stockage, notamment des aires de stockage à ciel ouvert, où d'imposants segments de réacteurs en acier étaient empilés côte à côte. Ces sites ont permis de réduire les risques immédiats, mais ont engendré des difficultés à long terme. Même après le déchargement du combustible, les compartiments d'un réacteur conservent une radioactivité résiduelle et nécessitent une surveillance pendant des décennies. Les rapports des associations de contrôle des armements et des ONG soulignent que malgré les progrès réalisés en matière de démantèlement, d'importantes lacunes subsistent. Certains sous-marins n'ont jamais été entièrement vidés de leur combustible avant leur démantèlement, ce qui soulève des inquiétudes quant à la présence de résidus de carburant scellés dans les coques de stockage. D'autres sites n'ont pas été suffisamment sécurisés, les exposant ainsi à la corrosion, voire au pillage. Dans l'extrême-orient russe, où Vladivostok et d'autres bases abritaient des sous-marins de la flotte du Pacifique, l'éloignement des installations de stockage centrales rendait le transport des sections de réacteurs particulièrement difficile. Les contraintes financières demeuraient un facteur limitant. L'économie russe s'est améliorée dans les années 2000, mais les priorités se sont souvent déplacées vers de nouveaux projets militaires plutôt que vers l'achèvement du démantèlement des installations militaires héritées de la guerre froide. Des sources internes ont constaté que les calendriers de démantèlement étaient fréquemment révisés, retardés ou sous-financés. Chaque ajustement laissait les communautés riveraines des sites de stockage dans l'incertitude quant aux risques encourus sur leur propre territoire. Les conséquences de ce retard sont encore visibles aujourd'hui. Des rangées de compartiments de réacteurs prélevés sur des sous-marins, mais non entièrement neutralisés, sont entreposés en piles ordonnées dans des chantiers navals dédiés. Certains sous-marins désarmés flottent encore en attente de démantèlement. Et dans certains cas, le statut précis des vieux sous-marins reste flou, les sources divergent quant à savoir s'ils ont été vidés de leur combustible démantelé ou simplement laissés au mouillage. Pour les experts qui étudient la question, le retard accumulé dans le démantèlement des centrales nucléaires illustre un enseignement fondamental: construire un parc nucléaire massif est bien plus simple que de le mettre hors service en toute sécurité. Chaque réacteur, chaque compartiment et chaque coque représentent des années de travail technique et des millions de dollars d'investissement.
Si la coopération internationale a permis d'atténuer certains des dangers les plus urgents, le constat général reste celui de solutions incomplètes. Bien entendu, les limites du démantèlement nucléaire sont aussi d'ordre politique. La dépendance de la Russie à l'égard des financements internationaux pour la gestion d'une partie de son parc nucléaire a mis en évidence la complexité de la tâche tout en soulevant des questions de transparence et de responsabilité. Les ONG continuent de signaler que tous les sites ne sont pas accessibles à l'inspection et que certaines régions maintiennent le secret sur l'état du démantèlement des sous-marins. Des ombres enfouies sous les flots. Pendant des années, des rumeurs ont circulé concernant les épaves abandonnées gisantes au large de Vladivostok. Mais ce n'est qu'avec les études et les enquêtes publiées que l'ampleur du problème a été pleinement confirmée. C'est alors que les experts ont mis au jour le cimetière nucléaire soviétique abandonné, et c'est pire que vous ne l'imaginez. Ils ont découvert des dizaines de coques de sous-marins rouillés, entassées dans des baies peu profondes et des bassins côtiers. Certaines étaient amarrées sommairement à des jetées, d'autres à moitié immergées. Nombre d'entre elles portaient les stigmates de décennies passées en eau salée. Ensemble, ces épaves formaient ce que les habitants avaient déjà baptisé le cimetière des sous-marins. C'est choquant, mais l'histoire est loin d'être terminée. D'après des sources internes ayant étudié le site, plusieurs épaves contenaient encore des compartiments de réacteurs et, dans certains cas, les assemblages de combustible usés n'avaient pas été retirés. Pendant des années, on a supposé que la plupart de ces sous-marins avaient été vidés de leur combustible avant d'être abandonnés. Les études ont démontré le contraire. D'après un ingénieur naval proche de l'enquête, ce cimetière d'acier représentait un danger permanent, où la corrosion, les fuites et le démantèlement incomplet engendraient un risque constant. Et ce n'est pas tout. Les experts ont souligné que ces dangers ne se limitaient pas à Vladivostok. Dans toute la Russie, des compartiments de réacteurs ont été découpés dans des sous-marins et stockés dans des installations à ciel ouvert, tandis que dans certains cas, ils ont été purement et simplement immergés dans des baies isolées. Des rapports indiquent qu'au moins quelques-uns de ces compartiments contenaient du combustible endommagé, ce qui accroît le risque de fuite radioactive dans les eaux environnantes. Mais le site de Vladivostok se distingue par sa visibilité et par la forte concentration de navires en un seul lieu. Des enquêtes publiées, notamment celles diffusées dans les milieux navals et environnementaux, recensent plusieurs réacteurs nucléaires encore présents dans les lignes de réserve de la flotte du Pacifique. Les experts ayant examiné ces documents ont averti que la juxtaposition de tant d'épaves compromises en eau peu profonde accroît la menace. Contrairement aux installations de stockage sécurisées, ces sous-marins sont exposés aux marées, aux tempêtes et à la corrosion à long terme. Une brèche dans la coque d'un compartiment réacteur pourrait en théorie libérer des radionucléides directement dans l'écosystème marin. Selon des sources internes, les travaux de cartographie ont révélé que certaines épaves n'avaient jamais été entièrement répertoriées dans les archives officielles. Ce décalage entre les documents et la réalité a eu pour conséquence que certains sous-marins se sont retrouvés perdus dans les méandres de l'administration et que leur statut est resté inconnu jusqu'à ce que des experts vérifient physiquement leur état. Ce seul fait a inquiété les observateurs internationaux qui ont souligné qu'en matière de sûreté nucléaire, même un seul compartiment de réacteur manquant est de trop. Les experts environnementaux notent que les eaux entourant Vladivostok sont fortement fréquentées par la pêche et servent de voies de transit pour la navigation régionale. L'idée que des compartiments de réacteurs contenant du combustible résiduel se trouvent à proximité des côtes soulève des questions non seulement quant à la contamination environnementale à long terme, mais aussi quant aux conséquences économiques et sanitaires. Des traces d'isotopes radioactifs dans les sédiments ont déjà été relevées dans des rapports, même si les experts soulignent qu'une surveillance plus approfondie est nécessaire pour confirmer leur origine exacte. Mais prenons un instant pour réfléchir à ceci. Pendant des années,
Le discours public a laissé entendre que malgré l'immense défi de démantèlement que représentait pour la Russie, la plupart des sous-marins mis hors service étaient traités en toute sécurité. La réalité sur le terrain est bien plus sombre. Des rangées de sous-marins en ruine gisent toujours là leurs réacteurs, jamais complètement neutralisés, et les risques qu'ils représentent augmentent avec la corrosion de l'acier et le temps. Pour les habitants de Vladivostok, le site est devenu familier. Des kiosques rouillés émergeant de la surface des ponts squelettiques à peine maintenus à flot. Mais la cartographie réalisée par des experts a transformé ce qui était autrefois considéré comme une épave en un danger nucléaire avéré. Le changement est frappant. Il ne s'agit pas de simples vestiges de la guerre froide, mais de risques actifs susceptibles de contaminer l'eau, les sols et la vie marine. Selon un expert proche des relevés, on les considérait autrefois comme de vieux navires. Désormais, il faut les voir comme des réacteurs à ciel ouvert. Ce changement de perception explique pourquoi cette histoire a fasciné autant les experts techniques que le grand public. Il ne s'agit pas seulement de sous-marins abandonnés, mais du danger bien réel que représente le stockage de technologies nucléaires dans des baies peu profondes. Le cimetière de sous-marins de Vladivostok témoigne que la guerre froide n'est pas terminée sous la surface. Son héritage persiste sous forme d'acier d'uranium et d'eau salée, rappelant que le démantèlement d'une flotte nucléaire est aussi périlleux que son déploiement. Révélations locales, diffusion des données et réactions politiques. Les premiers rapports en provenance de Vladivostok n'ont pas tardé à être divulgués. Dès que les preuves concernant le cimetière de sous-marins et les risques qu'il représentait ont été rendues publiques, les autorités régionales ont été contraintes d'agir. Des équipes de surveillance de la radioactivité ont été déployées en quelques jours, établissant des points de contrôle le long du littoral et à proximité des villages de pêcheurs. Les premiers relevés n'étaient pas catastrophiques, mais révélaient des niveaux élevés de radiation dans les sédiments et l'eau de mer. Selon des sources internes, ces informations ont été soigneusement formulées avant leur diffusion, les autorités locales insistant sur l'absence de danger immédiat, tout en reconnaissant discrètement qu'une exposition continue ne pouvait être ignorée. Les ONG locales ont rapidement comblé le vide. Les groupes environnementaux ont lancé leurs propres enquêtes indépendantes comparant leurs chiffres aux déclarations officielles du gouvernement. Leurs conclusions convergeaient sur un point crucial, le danger était bien réel. Les pêcheurs et les riverains étaient déjà en contact avec les eaux contaminées et, dans certains cas, des analyses d'échantillons de fruits de mer ont révélé des traces alarmantes. Cette situation est choquante, non seulement pour ce qu'elle a mis en lumière concernant la baie elle-même, mais aussi pour ce qu'elle laisse présager concernant d'autres sites non surveillés le long de la côte pacifique russe. L'attention internationale s'est immédiatement portée sur l'affaire. Des articles parus dans des médias comme le magazine NEI soulignaient que les efforts de décontamination menés ailleurs dépendaient largement de financements étrangers. Sans projet conjoint ni technologie étrangère, le démantèlement des compartiments du réacteur et l'évacuation du combustible usé pourraient s'éterniser. À Vladivostok, ces avertissements furent particulièrement pris en compte. Tout retard représentait un risque direct pour les populations vivant à proximité des épaves. La réaction politique fut partagée. Certains responsables à Moscou qualifièrent la découverte d'exagérée, insistant sur le fait que les mesures de sécurité existantes étaient suffisantes. D'autres ont ouvertement affirmé que le coût de l'inaction était bien supérieur à celui d'une dépollution accélérée. En coulisses, selon des sources proches du dossier, les ministères se demandaient si la reconnaissance de l'ampleur réelle du danger ne risquait pas d'affaiblir la position de la Russie dans les futurs accords énergétiques. Au niveau local, le discours était tout autre.
Les dirigeants régionaux ont exigé l'aide du gouvernement fédéral, invoquant à la fois la santé publique et la stabilité économique. La pêche est un secteur vital pour la région et le risque de contamination menaçait les marchés d'exportation. Déjà, les acheteurs des pays voisins posaient des questions et faisaient pression sur les autorités pour qu'elles prouvent la sécurité des produits de la mer avant d'autoriser la reprise des expéditions. La publication des premières données a suscité un nouvel intérêt international. Des experts des pays voisins ont demandé l'accès aux chiffres bruts insistant sur la transparence afin d'évaluer les éventuels effets transfrontaliers. En réponse, les agences russes ont partagé des ensembles de données partielles, mais ont gardé le silence sur les détails concernant les assemblages de réacteurs et l'emplacement du combustible usé. Cette divulgation sélective n'a fait qu'accroître les soupçons. Les ONG et les partenaires internationaux ont insisté sur l'urgence de la situation. Dans les cas précédents, le démantèlement des compartiments réacteurs des sous-marins désarmés avait nécessité des années de préparation et un financement régulier. Toute interruption entraînait davantage de corrosion, de fuite et de risques. Selon des sources internes, des discussions étaient en cours pour accélérer le nettoyage à Vladivostok, mais les engagements financiers restaient incertains. Cette situation plongeait les communautés locales dans une dangereuse incertitude. Ils étaient suffisamment informés pour connaître le risque, mais pas rassurés quant à l'imminence d'une solution. Dans les semaines qui suivirent de l'affaire, passa des médias régionaux à l'actualité nationale. Des militants exigèrent du gouvernement la publication de cartes topographiques complètes, tandis que les médias d'État adoptèrent une couverture médiatique nuancée, reconnaissant la découverte tout en minimisant son ampleur. Ce contraste a alimenté le débat public et pour beaucoup a confirmé les soupçons selon lesquels seule une partie de l'histoire était racontée. Lorsque des experts indépendants ont finalement pris la parole, la situation était claire. Vladivostok était confronté à une menace environnementale qui exigeait une action immédiate et coordonnée. Ce qui restait incertain, c'était de savoir si la politique, le financement et la coopération internationale pourraient suivre le rythme de la réalité qui roule juste sous la surface de la baie. Les conséquences à long terme et les prochaines étapes. Cependant, l'histoire du cimetière de sous-marins de Vladivostok ne s'arrête pas à la découverte initiale ni aux premiers essais. Ce qui se cache sous la surface n'est pas seulement un amas de coques corrodées, mais un problème qui se mesure en décennies et non en mois. Les documents techniques et les rapports d'expédition confirment que des compartiments de réacteurs et des déchets radioactifs historiques subsistent dans des bassins et des décharges en eau profonde à travers l'extrême-orient russe. Certains contiennent aussi encore du combustible, d'autres des composants de réacteurs qui n'ont jamais été entièrement déchargés et beaucoup se détériorent dans des conditions qui accélèrent leur dégradation. D'après des sources internes, le principal défi réside dans le caractère invisible et cumulatif du danger. Contrairement à un accident soudain, les radiations émises par ces épaves se diffusent lentement dans les sédiments, l'eau de mer et la faune marine. Chaque année de retard aggrave le risque, rendant le nettoyage final plus complexe et coûteux. Les conséquences à long terme ne se limitent pas à Vladivostok. Des sites d'immersion de sous-marins similaires existent dans l'Arctique et le long d'autres portions de littoral, créant une chaîne de responsabilité environnementale qu'il est impossible d'ignorer. Les exigences politiques sont déjà clairement établies. La priorité absolue est l'achèvement du déchargement du combustible des sous-marins et des compartiments de réacteurs contenant encore des assemblages. Ce processus complexe sur le plan technique exige des installations spécialisées et un transport sécurisé. Sans cela, le risque de fuite soudaine, notamment en cas d'effondrement de compartiments sous l'effet de la corrosion, demeure une menace constante. La deuxième étape consiste à sécuriser le stockage. Le simple déplacement des matières d'un site à un autre ne suffit pas. Selon les rapports, les compartiments du réacteur
doivent être transférés vers des installations de stockage à long terme, conçues pour isoler les éléments radioactifs pendant des générations. Les solutions temporaires souvent utilisées par le passé sont inadéquates et ne font que repousser l'échéance du danger. La troisième condition est un suivi transparent. Des enquêtes indépendantes menées par des experts internationaux des ONG et des organismes de surveillance ont systématiquement démontré que les rapports officiels à eux seuls ne suffisent pas à rassurer le public. L'accès libre aux données sur la radioactivité associée à un échantillonnage régulier est le seul moyen de rétablir la crédibilité et de garantir que les populations ne soient pas tenues dans l'ignorance. BarentsObserver.com et d'autres médias ont documenté des cas où la rétention d'informations a retardé une intervention efficace. Sans transparence, chaque annonce est remise en question et chaque retard alimente la suspicion. Enfin, une coopération internationale renouvelée est essentielle. Les projets de restauration antérieurs, y compris ceux menés dans l'Arctique, n'ont été possibles qu'avec des financements et des technologies étrangères. L'ampleur du risque à Vladivostok rend impossible sa résolution isolée. Des sources bien informées insistent sur le fait que l'intérêt mondial n'est pas de la charité, mais de l'autoprotection. Les courants du Pacifique ne connaissent pas de frontières, et la propagation de la contamination aurait des conséquences bien au-delà des côtes russes. Pour l'avenir, les organismes de surveillance insistent sur l'établissement d'un calendrier contraignant. Selon les spécialistes techniques, une approche réaliste repose sur 3 étapes clés. Le démantèlement de tous les compartiments contenant encore du combustible nucléaire d'ici 10 ans, la mise en place d'un stockage permanent d'ici 20 ans et une surveillance publique continue tout au long du processus. Tout compromis sur ces étapes risque de transformer un danger circonscrit en catastrophe régionale. Le coût politique de l'inaction s'accroît déjà. Les communautés locales exigent des réponses, les pays voisins réclament des comptes et les organisations environnementales intensifient leur campagne. La leçon à tirer des affaires passées est simple. Une fois un certain seuil de dégradation atteint, même des financements massifs ne peuvent réparer les dégâts. Agir maintenant est plus économique, plus sûr et plus crédible que d'attendre une situation d'urgence. Les conséquences à long terme du cimetière de sous-marins de Vladivostok sont indéniables. La suite des événements est tout aussi claire. Le démantèlement des réserves de combustible, le stockage sécurisé, un suivi transparent et une coopération internationale renouvelée ne sont pas optionnels. Ils constituent la seule voie à suivre. La décision des autorités qu'elles agissent avec détermination ou qu'elles tergiversent encore déterminera non seulement le sort d'un port, mais aussi la sécurité de toute une région. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires.